Bonjour à tous. Pour ce nouveau rendez-vous de Vision FLE, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Vanessa de Français Senza Cliché. Vanessa est professeure de français, d'origine suisse, et elle vit actuellement à Rome, en Italie. Elle a créé une formation pour les italophones expatriés ou qui vont s'expatrier dans un pays francophone. Vous êtes prêts? Je vous laisse découvrir Vanessa et sa vision du FLE. Bonjour Vanessa et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Stéphanie, avec grand plaisir. Très bien, alors est-ce que tu peux te présenter un peu plus s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, je suis Vanessa, j'ai 34 ans et actuellement j'habite à Rome depuis 10 ans. Mais je suis née en Suisse romande, dans le canton de Neuchâtel. J'ai grandi là-bas. D'accord. Voilà. Et tu as toujours été professeur de FLE? Alors non, en vérité, alors j'ai toujours été dans l'enseignement, ça c'est vrai. Mais en Suisse, j'ai suivi une formation à la Haute École pédagogique. Et à la suite de cette formation, tu as la possibilité d'enseigner dans les écoles publiques en Suisse, depuis la maternelle jusqu'au collège, ce qu'on appelle les écoles secondaires. Donc, disons que mon premier public, principalement, ce sont les enfants. Ok. Et pourquoi tu as décidé de devenir professeur de FLE et non pas professeur pour les enfants? Enfin, peut-être que tu enseignes à des enfants, justement. Je sais pas. Alors, au tout début, j'ai eu enseigné à des enfants. J'ai eu une expérience à l'école française ici à Rome. Et je me suis rendu compte que c'était un public qui était extrêmement intéressant et simplement, ce n'était pas le public avec lequel j'avais le plus d'affinité. Et c'est un système qui est très compliqué ici en Italie pour entrer dans l'école publique. Et le fait de pouvoir enseigner ta langue à des adultes, c'était beaucoup plus à portée de main et ça a été un peu un heureux hasard, on va dire. Parce que du moment où j'ai commencé à travailler au sein d'une école de langue pour adultes, donc il y a 10 ans, j'ai eu une sorte de coup de foudre et je me suis rendu compte que c'était un public qui était nettement plus adapté à moi et qu'il y avait un échange qui était pour moi un peu plus enrichissant, mais disons qui m'apportait des choses qui étaient plus en accord avec le type d'enseignement que je voulais faire. Oui, c'est ça. D'accord. Donc maintenant, tu n'enseignes qu'à des adultes? Exclusivement des adultes, oui. Ok, très bien. Donc, être professeur, en général, c'est une vocation pour toi? Ah si, clairement, d'ailleurs, j'ai une anecdote si tu veux. J'ai une petite sœur et j'ai énormément de cousins et cousines. Et quand j'étais plus jeune, je m'amusais déjà à leur préparer des sortes de cahiers d'été, tu sais, avec des activités, des dictées, etc. Donc, j'ai toujours eu plaisir à jouer à la maîtresse, quoi, comme on dit, Comme et moi. à enseigner, oui. Et c'est vrai que oui, c'est une vocation, je pense, très clairement. Tu De ne pouvoir t'imaginerais pas faire un autre métier, non? Non, absolument pas. Ah, ça serait vraiment difficile pour moi de me projeter dans un autre domaine, effectivement. Ok. Et tu donnes des cours présentiels ou en ligne? Ou les deux? Alors, à l'époque, c'est moi qui me déplaçais en entreprise. Je Mhm. travaillais presque exclusivement avec des personnes qui avaient un besoin d'un français d'entreprise, comme par exemple dans des banques, des ministères, auprès de la cour de magistrature, par exemple. Et là, c'était plutôt des projets justement professionnels qui faisaient que tu avais quand même la nécessité d'être en présence. Évidemment, comme je pense beaucoup d'entre nous, parmi les collègues, on a dû un peu se réinventer au vu de la situation sanitaire des 2 dernières années. C'est pour ça que maintenant, exclusivement, j'enseigne en ligne, toujours à des adultes, avec un nouveau projet qui est né pendant justement la quarantaine. Et j'ai commencé à orienter mon enseignement pour les italophones qui ont un projet d'expatriation en francophonie. D'accord. Alors, du moment où je suis bilingue, j'ai pensé qu'il fallait peut-être cibler un public un peu plus précis pour une offre qui soit justement un peu plus spécifique aussi à une personne qui a décidé de tenter sa chance à l'étranger
et comme tu le sais, parce que toi aussi tu es expatrié, la première chose, c'est vraiment la langue pour l'intégration, que ce soit pour trouver un logement ou pour justement aller déposer des candidatures, trouver un travail, recommencer un quotidien et aussi se lier avec les personnes de l'endroit où tu as choisi de vivre. Donc ça a pris cette tournure-ci et maintenant, c'est un projet que je développe actuellement encore. Donc tous mes étudiants sont italophones et la plupart sont en francophonie. Je te dis, parce que j'ai énormément, par exemple, d'étudiants de la Belgique. Ah, Et évidemment, oui. ok. Pas de la Suisse? La Suisse aussi, mais je ne sais pas pourquoi la majeure partie vivent en Belgique actuellement. Après, il y a aussi de nombreux Italiens qui sont sur le point de partir, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Et ça ne te manque pas de donner des cours à des entreprises? Oui, un peu, ça c'est vrai. Parce que tu as un contact avec les personnes où il y a, comment dire, il y a une professionnalité qui se met en place, où tu as un échange aussi au niveau non seulement linguistique, mais aussi par rapport au contexte, où tu vas apprendre des choses aussi dans du quotidien, simplement comment fonctionnent aussi en règle générale ces grandes entreprises. Et je trouve que c'est passionnant. Les personnes que tu rencontres, c'est des personnes qui ont une carrière et qui ont justement des histoires de vie à partager avec toi. Mais ça, c'était beaucoup avec ce qu'on appelle les appels d'offres dans les écoles de langue. Donc ça, c'est vrai. Le français enseigné est différent parce qu'il est plus spécifique en entreprise. Oui, c'est vrai. Et ça te demande une remise en question, justement. Voilà. Ça, c'était un beau défi. Hein. Effectivement, c'est vrai ce que tu dis. D'aller te former aussi sur des choses bien plus pointues. Parce que, je ne sais pas, j'ai travaillé avec l'un des conseillers du président de la République. Alors, c'est sûr qu'à partir de là, ah ouais, carrément. Quand il y a des propositions aussi, ou si tu mènes une conférence, toute la partie aussi, tu sais, qui est liée à la prononciation, évidemment, toute la phonétique. Alors, c'est clair que aussi, il doit faire en des tant discours. qu'orateur, exactement, tu dois travailler énormément sur cet aspect. Donc, c'est sûr que des méthodologies comme proposaient certaines écoles de langue qui sont plus générales, elles n'étaient pas nécessairement adaptées à une demande comme celle-ci. Donc après, c'est ça, tu dois te réinventer aussi sur un parcours. C'est bien ça, parce que tu dois différencier après. Oui, c'est vrai. Et donc, tu t'es formée par toi-même pour pouvoir donner des cours de ce type? C'est ça. Et après, tu as tellement de ressources sur Internet où ça te permet aussi d'aller te confronter avec d'autres personnes qui ont tout simplement plus d'expérience que toi à ce sujet. Et c'est ça, c'est une remise en question. Et puis bon, c'est aussi, je ne sais pas, quelque chose qui fait que tu as envie de donner le meilleur de toi-même, de te dépasser, parce que ça a quand même, je pense, aussi une valeur qui est importante sur le parcours. C'était vraiment intéressant. C'est un challenge, c'est un défi, ça. Exactement, oui, c'est ça. Et quels seraient donc les avantages et les inconvénients d'être professeur de français, à ton avis, selon toi? Alors, commençons par les aspects négatifs, si tu veux bien. La partie un peu plus... Mais ça, c'était une chose que je vivais aussi. Donc, moi, j'ai enseigné aussi en Suisse dans les écoles publiques et je me suis rendu compte, dis-moi, je pense que pour toi, c'est pareil. Quand tu fermes la porte d'une entreprise ou d'un bureau, tu rentres chez toi et du moins, ça devrait être comme ça. Tu laisses de côté ton travail et ensuite de ça, tu peux te dédier à ta vie privée. Et j'ai l'impression que dans l'enseignement, c'est jamais comme ça. Parce que la moindre chose que tu entends, que tu lis ou que tu vois, tu te dis, oh, ça pourrait être du matériel intéressant à partager avec tes étudiants et tu as toujours une connexion en permanence avec ton métier. Donc, et encore plus si tu es à ton compte. Encore plus. Quand tu es à ton compte, quand tu es professeur à ton compte, tu as encore des choses à gérer à côté aussi. Donc, c'est vrai que la déconnexion est très difficile. Tout l'aspect administratif, bien sûr. Hein, je veux dire, effectivement, tu dois donner des informations, tu dois proposer aussi des services qui soient toujours innovateurs. Et c'est sûr, quoi, tu t'occupes en soi. C'est pas un mot que j'aime beaucoup employer, mais les étudiants sont aussi tes clients en réalité. Ah oui, voilà. Donc, c'est ça. Après, c'est vrai, ça, c'est la partie un peu plus négative dans le sens où c'est un travail qui est à 360 degrés, où tu es constamment impliqué dedans. Mais ça peut être aussi vu comme quelque chose de très stimulant au fond. Hein.
Après, je pense qu'il y a un autre désavantage, c'est le fait de travailler avec les technologies comme les réseaux sociaux. Tu dois constamment te réinventer et être un pas en avant par rapport à ce que propose aussi une concurrence qui est de plus en plus importante. Parce que c'est vrai que l'idée de l'enseignement traditionnel, il se perd aussi un peu en ligne. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, plutôt qu'un présentiel dans une école. Et ça, pour moi, c'est les points un peu négatifs, effectivement. Bon, je pense aussi que les professeurs en présentiel qui travaillent dans une école, un collège, etc., devraient être savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça, en fait, les TIS, enfin, les TIC, je ne sais plus comment on prononce, bref. Ils ont besoin de ça pour enseigner. Même s'ils enseignent à des adolescents, les adolescents sont tournés vers les technologies. C'est pour ça que dans l'université que j'ai côtoyée, a un programme de TIS, on est formé, on a un module où on est aussi évalué par rapport à ça, que ce soit à l'école maternelle ou à l'école secondaire. Hein, je veux dire, on propose aussi ça aux enfants de 4 et 5 ans, donc ça c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de formation complémentaire, ça c'est peut-être un côté plutôt désavantage de la profession. C'est qu'en Suisse, tu dois répondre du 10% de ton temps de travail en formation continue, ce qu'on appelle la HEP3. Donc, c'est la plateforme 3, ce sont des personnes, des intervenants extérieurs qui viennent en conférence, en activités pratiques, à l'extérieur, etc. Et tu suis une formation qui est ensuite accréditée et ça doit être quelque chose que tu dois ensuite pouvoir démontrer à ton employeur qui est d'autre que ta commune ou à ton canton en réalité. Mais ça peut être un point positif de se former. Un professeur, je pense qu'il doit se former tout au long de sa vie. Tout le temps, ça c'est positif. Et c'est ça, moi je pense que ça c'est un des avantages de la profession. C'est que tu t'endors jamais sur tes lauriers, dans le sens où tu vas toujours devoir être informé, être à la page, mais que ce soit par rapport aux différentes méthodologies d'enseignement, mais aussi, comme tu l'as dit, les plateformes sur lesquelles tu vas justement interagir avec tes étudiants. Regarde tout simplement la didactique à distance. Je pense que tous les enseignants ont dû se réinventer à ce niveau-là. Si, déjà, tu vois, on est sur Zoom. Bien voilà, il faut aussi voir comment ça fonctionne, comment tu arrives à gérer une leçon qui d'ordinaire était en face à face. Oui, en même temps, nous, je pense que je ne sais pas combien d'étudiants tu as par groupe. Maximum 6. Voilà. Imagine, pendant le confinement, les professeurs qui devaient donner des cours à plus de 10, 20 élèves. Non. Ici, même 30. En Italie, les classes sont composées en environ de voilà. J'ai dit 10, 20, mais bon, moi, j'accepte 3, voire 4 dans mes cours. Et je trouve que pour moi, c'est suffisant. 6, je pense que ça dépend de ta méthodologie, du temps que tu consacres, etc. Ça peut être faisable aussi, mais plus. Non, ça, c'est vrai. Effectivement, c'est ça, il faut apprendre à jongler avec ces nouvelles technologies. Mais voilà, un des avantages, justement, c'est que tu te remets toujours en question et surtout, comme tu le disais, le fait d'être à ton compte aussi, ça fait que tu dois toujours être impeccable. Tu dois donner le meilleur de toi et après, ça donne aussi envie de toujours créer. Et ça, c'est l'aspect fantaisiste que j'adore parce que tu as une liberté qui est énorme. Et ça Moi, j'adore créer. Oui, tu as vraiment des ressources qui sont infinies, quoi. C'est vraiment épatant. Et ça vient aussi, tu sais, le fait justement d'aller collaborer avec les autres, les collègues en Suisse, on laisse les portes ouvertes typiquement. Donc, il y a un échange aussi dans cette profession. Très clairement, il y a un échange qui fait que tu vas aussi aller te confronter et c'est des échanges d'idées. Ça donne envie justement d'être dans l'imagination toujours et de se renouveler là. Et puis, à mon avis, l'avantage principal, je terminerai avec ça, c'est simplement la rencontre avec les personnes. C'est les histoires de vie de tes étudiants. Ah oui, ça, je ne sais pas, de dire que tu as quand même contribué à mettre une pierre dans le parcours d'un étudiant qui décide de quitter son pays. Pour ma part, tu vois, je veux dire, les racines italiennes, les racines latines sont extrêmement fortes ici. C'est toujours un grand sacrifice, un peu une déchirure de partir à l'étranger. Et tu dis que tu donnes les outils justement pour contribuer à un projet à l'étranger. Et ça, c'est vraiment fantastique. Ça, je me dis qu'on a de la chance quand même, tu vois, de faire ce métier, de rencontrer toutes ces personnes. Que ce soit les collègues aussi les étudiants, c'est sûr. Oui, l'aspect humain, exactement.
contribuer, comme tu dis, à son apprentissage. Oui, Est-ce qu'il y a d'autres oui. avantages quand même d'être prof ou c'est le seul? Alors, non, je pense pas. Si, on a dit non, la créativité, la liberté, le contact humain. Je veux dire, j'aimerais bien savoir quel autre domaine, quelle autre profession pourrait apporter autant d'avantages, ça c'est sûr. Mais oui, effectivement, ça et le fait, je te dis, c'est bête, hein, mais si tu reviens simplement à ma formation initiale, quand un élève décroche, comme on dit dans le jargon, en lecture, eh bien, tu es extrêmement fier de dire que c'est toi qui as pu justement accompagner l'élève dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Et ça, c'est un peu des petites victoires que tu as justement au quotidien. Ça aussi, c'est un Ok, bel avantage. justement, quelle est la chose la plus compliquée à comprendre ou à apprendre pour les élèves à qui tu t'adresses, pour le public, pour les Italiens? Est-ce qu'il y a des problèmes de Alors, grammaire, de prononciation? Donc, tu as parlé de la lecture. Bon, je sais pas. Quelle serait la chose la plus difficile selon toi? Alors, clairement, si tu au niveau spécifique, je pense que tous les enseignants que tu auras interviewés, toi, ont dit la même chose, mais en phonétique, la langue française a quand même cette particularité, au contraire des langues latines comme l'italien, par exemple, où malheureusement, chaque lettre n'a pas sa propre sonorité et tout le discours autour des nasales ou des liaisons, ça pose énormément de problèmes. Et je suis très souvent face à des apprenants qui ont une sorte de refus, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, de blocage, ou même s'ils savent pertinemment que les lettres finales en français, tu as des lettres en particulier qui ne se prononcent pas, ils les prononcent tout de même. Et il te suffit d'allumer la télévision pour entendre, c'est pas, hein, tu sais qu'en Italie, on aime bien manger, tout ce qui est gastronomie, desserts, c'est pas, je l'aurais entendu des dizaines de fois par jour, alors qu'ils savent pertinemment que le T final ne se prononcerait pas. Donc ça, c'est un exemple. Après, je pense que les italophones ont quand même, à mon avis, un avantage, c'est qu'en partant d'une langue latine, c'est quand même relativement similaire au français. Donc, en ce qui concerne la grammaire et la conjugaison, à part, typiquement ce matin, je faisais une leçon au sujet du subjonctif, du mode subjonctif. Wow, Là, effectivement, ça commence à devenir pointu, tu as des différences notables, mais en soi, pour moi, la plus complexe, oui, c'est la prononciation. Après, ça, c'est dans un autre registre, mais simplement le fait de commencer à t'exprimer quand tu es débutant, il y a un peu cette croyance limitante ici qui est due à un système scolaire un peu poussiéreux, j'ai envie de dire. Parce que c'est très, je m'assois à ma table, je tourne les pages de mon livre. En Italie, c'est comme ça, malheureusement, encore dans le système public. Alors souvent, j'ai des étudiants qui s'attendent à quelque chose de relativement frontal. Et de fait, ça va devenir difficile pour eux d'entrer dans une autre logique qu'est actuellement les méthodologies un peu plus dynamiques qu'on rencontre. Où eux, ils appellent ça du bricolage, mais c'est simplement de donner la possibilité dans une activité de conversation sur un thème d'actualité, quelque chose d'authentique, c'est peut-être un article de journal ou un documentaire, de prendre la parole déjà après 2 ou 3 heures de leçon. Tu vois, 2 ou 3 heures de pratique, ils se disent, bon sang, mais je ne sais pas les auxiliaires, je ne sais pas conjuguer un verbe, et d'y aller de manière plus spontanée. Ça, je pense que ça, c'est aussi une des difficultés dans l'apprentissage. Donc, de rencontrer des personnes qui ont un style d'apprentissage très classique, je ne dis pas, très scolaire. Très scolaire. Je ne critique pas, il y a aussi évidemment des avantages à être un peu plus systématique et un peu une sorte de... Comme si ça te rassurait, tu sais, d'avoir des bases, de dire, bon, très bien, je sais conjuguer mon verbe et donc je vais pouvoir former ma phrase et tu es dans une réflexion qui devient presque quelque chose qui va mettre un obstacle au fait de pouvoir t'exprimer avec un peu plus de spontanéité et plus de plaisir parce que au final, c'est bien ça dont tu as besoin. C'est que, je veux dire, quand tu sors pour aller au supermarché ou que tu es au restaurant ou simplement dans un domaine professionnel, tu dois pouvoir interagir avec ton interlocuteur. Donc oui, ça, sur un autre niveau, je pense que c'est aussi une belle difficulté ici, en tout cas, pour ce type d'apprenant.
Donc, la meilleure méthode d'apprentissage, ça serait celle-ci, non? Une méthode assez dynamique où il faudrait parler, etc. Éclectique pour moi, dans le sens où, alors, si, non, parce que dans mon parcours aussi, j'ai étudié toutes les, tu sais, vraiment, de la méthode Mao des années 80 à une méthode qui était extrêmement centrée sur l'apprenant dans les années 90, où justement, il y avait, tu sais, c'était le début, les balbutiements de l'Erasmus, par exemple. Alors, on centrait beaucoup sur le curriculum linguistique avec le PEL, etc. Et donc, là, il y a une sorte de, je sais pas, de critique qui a été faite assez incisive, hein, au fond, où les enseignants de FLE étaient devenus un peu des... je suis désolée, ça c'est une chose que j'avais lue qui m'avait un peu choquée, mais qu'on était juste capable de faire des photocopies et de créer des espèces de patchwork, tu vois ce que je veux dire, pour prendre un peu une méthode qui est devenue un peu mixte, mais dans un sens assez négatif. Alors qu'au fond, pour moi, ce n'est pas une idée de méthode qui soit meilleure qu'une autre, mais c'est simplement d'être en accord avec le parcours et surtout un projet linguistique de chacun des apprenants. Et ça serait une différenciation. Pour moi, c'est ça, à mon avis. Quelque chose d'interdisciplinaire, mais qui soit différencié en fonction de chacun de tes apprenants. Parce que clairement, ils n'ont pas tous les mêmes rythmes déjà. Et ça, c'est difficile. Mais comment tu fais alors pour les cours en groupe? Parce que tu dis chacun des apprenants, donc ce serait plutôt pour des cours individuels, mais en groupe. Alors, en groupe, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, tu vas typiquement, j'ai quand même, je ne sais pas, rapporter quelque chose dans mon bagage de l'école obligatoire avec les enfants, c'est que tu vas travailler beaucoup justement par différenciation où les étudiants qui ont un peu plus d'aisance, eh bien, ils vont tirer les autres qui sont un peu plus timides ou qui ont un peu plus d'hésitation pour pouvoir les aider. Et à partir de là, moi, la différenciation, je la fais surtout entre les cours. Donc, il y a une continuité que je propose dans les activités d'une leçon à une autre où l'étudiant, de façon complètement autonome, va pouvoir décider sur quel plan travailler. Et à partir de là, moi, je les accompagne de façon individuelle. Le moment de groupe, c'est vraiment un moment de confrontation où tu vas pouvoir comment dire, oui, partager avec les autres ce que tu as appris et peut-être éventuellement justement revenir sur des choses qui sont moins claires pour toi. Et donc réussir à résoudre justement les problématiques que tu rencontres dans ton apprentissage. Même si après l'activité, bien sûr, est toujours en commun. Parce que sinon, comme tu l'as bien dit, effectivement, c'est un parcours qui devient individuel. Donc ça a juste coupé un petit moment, il y a eu un petit problème de connexion, mais je pense que ça n'a pas modifié le discours que tu voulais. Tant mieux. Ok. Et pendant tes cours, est-ce que tu crois que les manuels sont importants pendant tu parles des livres, manuels comme la que j'ai derrière, là. Livre de grammaire, oui. enfin un manuel avec les unités déjà toutes préparées. Est-ce que tu crois que c'est important d'en avoir un, d'en avoir plusieurs, ou de laisser libre cours à ton imagination, à ce que tu veux faire, etc. Alors, pour ma part, j'utilisais il y a 10 ans l'alter ego. Et c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui m'est resté. Typiquement, ce matin, je l'ai ouvert et ça faisait longtemps, tu sais, que je ne l'avais plus ouvert pour une activité justement complémentaire après le cours avec une étudiante qui prépare un examen une certification. Et ça faisait vraiment, vraiment longtemps que je n'avais plus ouvert de manuel parce que depuis 2 ans maintenant, j'ai complètement créé ma méthode comme tu proposes d'ailleurs sur ton propre site avec des ressources qui sont inspirées à des choses que tu trouves dans la vie quotidienne du francophone, que ce soit justement l'article, le documentaire, le podcast, etc. Pour la partie grammaticale, ça oui, je le propose effectivement. J'utilise la grammaire intermédiaire des éditions Clés. Alors, ça, c'est un peu la Bible de tous. Et ça, par contre, c'est vraiment un parcours en parfaite autonomie. Donc, l'étudiant est complètement indépendant et je pense que c'est arrivé même pas 2 ou 3 fois ou durant un cours, on est vraiment allé ouvrir le manuel ensemble, etc. Ça, c'est quelque chose où c'est un choix où tu vas décider toi-même en tant qu'apprenant si effectivement tu as besoin de consolider au travers d'exercices un peu plus, comment dire, rigides, je ne sais pas si c'est le bon terme. Scolaire. Oui, je ne sais pas si on peut dire scolaire, mais
On appelle ça, tu sais, les shanks, dans le sens où c'est des choses lacunaires que tu vas remplir avec quelque chose qui devient très automatique, où tu as une seule réponse possible, parce que où tu as conjugué ton verbe correctement, ou il y a une erreur. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tu peux faire durant ton apprentissage en autonomie, quand tu n'es pas nécessairement confronté à l'enseignant pour devoir justement aller perfectionner la partie de conversation, de compréhension orale. Et donc, la partie écrite, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de regarder l'étudiant qui… Bien sûr, je donne des moments, des espaces d'écriture sans que ce soit non plus trop important, du moment où ça, c'est une chose où tu n'as pas nécessairement besoin de l'intervention de l'enseignant en direct. C'est dommage au niveau du temps de travail. Donc non, le manuel, je ne suis pas trop pour, je ne suis pas contre non plus. C'est peut-être parce que, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai eu à l'utiliser, et c'était systématique parce que, ma foi, c'était la méthodologie proposée par l'école dans laquelle je collaborais, je n'avais pas le choix. Et je me suis bien rendu compte que c'était pas toujours quelque chose de pertinent à proposer aux étudiants, mais tu l'avais là et tu devais tourner les pages et tu devais continuer malgré tout la progression. Donc, Je suis ça peut-être aussi. pas tout à fait d'accord avec toi, parce que dans l'école où j'ai travaillé, il y avait un manuel, bien sûr. Il y avait des profs qui ne suivaient pas forcément tout le manuel. C'est Ils vrai? apportaient des activités de ci, de là, parce que c'était pas leur méthode. Bon, ils suivaient les unités pour, voilà, pour avoir des idées, mais Ah ils ne oui, après, faisaient tu peux pas toute la alterner un lecture. peu. Ouais. Nous, on était assez contrôlés, je dois te dire. Donc, c'est vrai que Ah, surtout, on avait des rapports à rendre, etc. Donc, de temps à autre, bon, bon, je sais j'espère pas. que tes anciens collègues ne verront pas cette vidéo. J'étais Oui, c'est la très seule en gentil. français. J'étais la seule collègue de français. Donc, mes collègues Ah, ils enseignaient l'anglais ou l'allemand ou l'espagnol, ou je crois que c'était les seules langues qu'on proposait. Quoique, non, c'est vrai, j'avais une collègue de chinois aussi. Mais finnois. non, Waouh. alors, je dis pas, hein, bien sûr, qu'on était, c'était quand même flexible, mais c'est-à-dire que si ton étudiant avait un paquet, je ne sais pas, de 60 heures et que tes unités couvraient ces 60 heures, il fallait quand même arriver justement à l'objectif final en ayant plus ou moins vu, même de façon superficielle, la plupart des chapitres des unités proposées. Ça, oui. Après, tu pouvais bien sûr agrémenter avec des choses extérieures. C'est pas hier, c'était la Saint-Valentin. Je pense qu'on a tous eu l'idée quand même, tu sais, de profiter de l'actualité pour proposer quelque chose autour de ça. Bon, moi, les cours que j'ai eu hier, bon, c'était plutôt des cours de conversation avec des profs non natifs. Donc, on a parlé un petit peu de la Saint-Valentin. On a parlé un petit peu des activités qu'ils voulaient faire, etc. Qu'ils pouvaient faire en classe, justement. Mais Uh-huh. je n'avais pas de cours avec des élèves qui n'étaient pas profs ou Mm. traducteurs. Donc, bon, on n'a pas forcément travaillé ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on a, en Ça tant que tombe bien. prof, on prend toujours des dates comme ça spéciales pour faire des activités spéciales et ne pas suivre le manuel. Ça, c'est vrai, on profite hein, toujours. Ce qu'on appelle l'escamotage ici en Italie. C'est Ok. quand tu passes. Ah. Et donc, quelle importance tu donnes à la grammaire en général? Est-ce que c'est très important ou bon? La première chose que je dis à mes étudiants, de tout niveau, parce que j'enseigne tant pour les débutants que pour… j'ai eu des étudiants qui préparaient par exemple le DALF, donc qui sont à un niveau qui peut être considéré comme langue maternelle, bilingue. Je leur dis que la grammaire doit être au service de la conversation, jamais le contraire. Donc, c'est une méthode qui est très déductive du moment où, typiquement, si vous prenez l'exemple du contenu du subjonctif, je commencerai jamais en te disant, bon, voilà, très bien, alors voici comment se forme le subjonctif, etc. Non, se mettre dans une situation de conversation, une situation pratique où tu vas commencer à observer, à déduire et à arriver seul, disons, à la règle de grammaire pour quand même asseoir la connaissance, ça c'est sûr, de ponctualiser de façon plus précise, ça c'est vrai, sans que ça prenne tout l'espace. C'est pas hier, en parlant de Saint-Valentin, on a travaillé sur l'hypothèse de type 3 et on a travaillé sur un court-métrage romantique, tu sais, autour justement du couple, de la Saint-Valentin. L'idée, c'était d'anticiper la trame
Si la jeune femme n'avait pas, elle aurait été, etc. Et ça a été tellement fait et répété au fur et à mesure que c'est devenu quelque chose de presque musical et ça devient quelque chose d'automatique qui fait que sans nécessairement comprendre pourquoi est-ce que ça se forme ainsi, ça te vient alors de pouvoir l'utiliser sans trop devoir réfléchir à comment est-ce que ça s'est formé. Ça, c'est un peu ma pensée, oui, autour de la grammaire. Oui, parce que c'est bien de voir la règle, d'essayer de la comprendre, de faire des exercices type scolaire ou traditionnel, ou comme tu veux l'appeler. Mais c'est vrai que si tu ne la mets pas en pratique, si tu n'arrives pas à comprendre comment se forme la règle, ça va être compliqué. Si tu peux reformuler une règle, ça veut dire que tu l'as métabolisée, quoi, j'ai envie de dire. Et si, parce que si tu as la capacité de l'expliquer avec tes propres mots, c'est qu'elle t'éclaire. Mais je sais pas, c'est un peu pour te dire que ça doit passer sans trop de souffrance. Ça doit être quelque chose vraiment d'intuitif. Voilà, c'est ça. Et sans penser dans quel sens je dois mettre aussi, attends, est-ce que c'est le mode conditionnel, je dois utiliser le plus que parfait? Non. Ça peut être un complément justement pour se rappeler, ah oui, pourquoi j'ai mal formulé cette phrase? Ah, parce que le subjonctif, ça se forme comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut que ça soit assez intuitif, tu as raison. Là aussi, typiquement, je pense qu'on est beaucoup à travailler comme ça, mais j'interromps jamais les étudiants. Ça doit vraiment être un plaisir de communiquer, d'oser se lancer. Ça doit jamais être une gêne en disant je risque de faire une erreur. La place de l'erreur aussi, ça c'est une chose qui est vraiment importante dans la formation en Suisse. On a de nombreux modules autour de ça, de se dire que du moment où toi tu as en tant qu'enseignante, tu rends un feedback à la fin d'une leçon pour donner aussi un peu de distance aux étudiants, pour que ça devienne une sorte de checklist, j'ai envie de dire, des erreurs répétitives, non pas parce que tu montres du doigt, bon, ça va pas, mais pour dire, OK, la prochaine leçon, de se fixer aussi des objectifs de conversation. Moi, je suis une très grande fan des post-it. Donc, tu sais, de tapisser ton ordinateur de post-it en disant, bon, d'accord, j'ai tendance à commettre cette erreur. Donc, d'être attentif à ça parce qu'on n'en a pas parlé sur le moment, mais je te l'ai signalé à la fin du cours. Comme ça, tu as le temps de réfléchir et de comprendre ce qui s'est passé sans que ça interrompe le fil de la conversation. Hein. C'est ça aussi qui est important. Et donc, que penses-tu des devoirs à la maison? Est-ce que tu en donnes? Est-ce que tu es pour les devoirs? Oui. Alors, tu vois, c'est pas du tout cohérent par rapport à tout le discours que j'ai fait depuis le début de cette interview, mais oui, je vais te dire pourquoi. Mais je vais te dire pourquoi, parce que, alors, on a eu toute une grande réflexion en Suisse romande quand on a eu ce qu'on a appelé le système d'harmonisation de Armos. C'était juste quelque chose d'extrêmement bureaucratique où si un élève déménageait, il devait plus ou moins se retrouver avec les mêmes méthodologies, la même pensée scolaire, si tu veux, d'un canton à un autre. Et ça valait aussi pour toute l'organisation scolaire. Je te parle de salaire, d'horaire, etc. Et la discussion autour des devoirs, ça a été vraiment un point central. Ça m'a fait beaucoup réfléchir dans mon enseignement du FLE actuel parce que je pense vraiment que ça doit être un trait d'union d'une leçon à une autre. Et ça, c'est une chose sur laquelle je suis vraiment en train de mener une réflexion actuellement parce que ça m'échappe encore, mais je ne sais pas si toi aussi tu rencontres ce type de problème, en particulier chez les débutants. Je trouve ça m'interpelle qu'un débutant d'une leçon à une autre pense qu'avec une heure hebdomadaire, il va noter des progrès notoires au bout, je ne sais pas, d'un mois. Alors, les devoirs, ça ne doit pas être scolaire, qu'on s'entende bien, mais c'est simplement de reprendre des contenus et de les mettre dans un contexte qui soit utile. Je ne sais pas, typiquement, on a travaillé l'expression de la quantité, le partitif. On a fait les courses au supermarché, en ligne évidemment, avec le catalogue. Et on allait voir un peu dans les quantités, etc. Et je dis, mais la prochaine fois que tu vas au supermarché, observe autour de toi. J'entends, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas un devoir en soi, comme tu vas t'asseoir et faire un exercice et corriger, etc. Mais c'est quelque chose où tu vas créer un lien entre cet espace virtuel qu'on crée entre l'étudiant et l'enseignant et la vraie vie, quoi, j'ai envie de dire, le quotidien. Donc, c'est un peu comme nous, les profs, qui pensons toujours « Ah, ça, cette activité, ce serait bien pour nos élèves. » Mais en fait, les élèves devraient faire la même chose. Il faut que dans leur entourage, ils pensent en français.
il devrait faire ça. Mais je ne sais pas où si tu as eu une structure particulière en syntaxe. Ben voilà, je fais un autre exemple. Avec mon groupe d'avancée, on a vu comment se structurer un email. J'aurais dit, la prochaine fois que vous envoyez un email en français, mettez-moi en copie. Je veux dire, faites-moi parvenir une copie, juste que je jette un œil pour voir, je vous donne un retour, etc. Et je veux dire, c'est pas un exercice de grammaire, c'est pas quelque chose qui te demande énormément d'investissement, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. C'est comme apprendre un instrument de musique ou un sport. Je sais que toi aussi tu aimes beaucoup le sport, c'est la répétition. Si tu n'arrives pas à dédier, je ne dis pas des heures, mais simplement pendant que tu cuisines ou tu as un temps mort, reprends quelque chose que tu as vu en français et tout, donne un espace à la langue aussi au quotidien. Et ça, pour moi, c'est l'idée du devoir. C'est Lire les ingrédients, par exemple. Exact, exactement. Un menu, voir comment est-ce qu'on utilise l'impératif dans le menu, par exemple, le lexique autour, les quantités. Et ça, je trouve que c'est important de créer cette continuité parce que j'ai des débutants qui se découragent très vite et c'est rare pour moi de pouvoir suivre un débutant sur un parcours longue durée. C'est très rare parce qu'au bout d'un moment, ils baissent les bras en pensant qu'en étant en full immersion, en étant dans un bain linguistique au quotidien, parce qu'ils ont déménagé, parce qu'ils sont dans une réalité francophone, mais ça risque aussi de créer une sorte de ghetto linguistique où tu as tendance à chercher des personnes parlant anglais parce que tu as une bonne maîtrise de l'anglais ou des personnes italophones où tu parles ta langue maternelle. Et ça risque aussi d'arriver, effectivement. Donc ça, c'est mon idée du devoir. Un devoir pratique. Et les notes, est-ce que tu es pour ou contre les notes? Plus que note, je pense quand même que c'est important de donner une évaluation, mais pour situer la personne, donc quelque chose de sommatif, dans le sens où si tu as besoin d'un certificat, alors on va aller sur un autre type de discours où effectivement, là, tu es clairement évalué, tu as une note sur 25 et donc tu sais qu'effectivement, pour avoir la suffisance, tu dois arriver à telle note. Après, dans un contexte adulte, c'est difficile de noter un adulte, j'entends. Qu'est-ce que tu dois obtenir à la fin? Un niveau, ça reste quand même quelque chose de relativement abstrait parce que, je veux dire, si tu n'es pas accrédité comme établissement, tu peux évidemment pas attribuer un certificat officiellement, donc c'est plus quelque chose d'indicatif. Plus voilà, un retour sur le niveau, parce que c'est pas dit que si tu arrives à la fin du programme, effectivement, tu maîtrises ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je m'appuie toujours sur le portfolio des langues, le portfolio européen. Mais c'est difficile de dire si effectivement la personne est-ce qu'on arrive à l'arranger, à la classifier dans un niveau comme ça? Si, dans les grandes lignes. Est-ce que ça a du sens? Non, pas spécialement, je trouve. Oui. À l'école, les notes, ça aurait un autre sens. Dans la vie du professeur de FLE, un peu moins. Dans le professeur de FLE indépendant, on va dire, à son compte. Ça, voilà, exactement. Oui, ok. Et quel conseil tu donnerais aux autres profs, aux profs qui nous regarderaient, qui nous regardent, parce que c'est pour les profs cette vidéo, donc. Ça me faisait peur cette question, je te dis, quand je l'ai lue, mais et puis j'ai réfléchi. Et je me disais, la première chose, je pense, c'est de ne pas rester tout seul derrière son ordinateur ou dans son bureau ou dans l'espace professionnel qui est le vôtre, d'aller chercher la confrontation avec les collègues. Parce qu'on est dans un monde, c'est une concurrence féroce, ça faut le dire quand même, avec ce qui se donne, parce on propose tous quelque chose qui est plus ou moins sur la même ligne. Et après, il faut savoir se démarquer. Mais je pense aussi qu'il faut savoir se remettre en question pour avoir des échanges. Et tu vois, ça donne lieu justement à des moments comme ça où ça devient intéressant. Et ça aussi, dans notre formation en Suisse, on le fait sous forme de brainstorming où on est tous ensemble autour d'une table une fois par mois et on remet un peu les cartes sur la table en parlant des difficultés rencontrées, en parlant des méthodologies, de l'enseignement en soi. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier conseil, de se tourner vers les collègues, se confronter et voir aussi un peu dans quelle mesure ça peut être une plus-value, une valeur ajoutée sur son propre enseignement.
Après, je pense que ça c'est toujours sur la même lignée de pouvoir aussi toujours s'informer, de voir quelles sont les nouveautés en matière d'enseignement, les formations continues justement. C'est ce que tu proposes. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est clé. Et de pouvoir aussi être au pas, parce que je veux dire, tu prends TikTok par exemple, je ne sais pas moi dans quelques années s'il n'y aura pas une autre plateforme qui va justement la remplacer, on ne sait pas, donc tu dois toujours avoir une longueur d'avance. Ça veut dire que tu dois toujours être extrêmement bien informé et être aussi conscient que ce que tu proposes aujourd'hui, ça a du sens, mais peut-être que demain, c'est plus assez. Et donc, il va falloir te réinventer constamment. Donc ça, je pense, ça et ne pas avoir peur d'être super créatif, à mon avis. De sortir, tu sais, des sentiers battus, de proposer quelque chose de nouveau. Je pense que si tu as un public adulte en face, à mon avis, ils peuvent être réceptifs. Parce que j'ai quand même l'impression, hormis, non mais la majeure partie, c'est ça, ils ont envie de quelque chose de différent. Je ne crois pas qu'ils aient envie de se remettre sur les bancs de l'école. Quand, typiquement, quand ils arrivent en classe de FLE virtuelle, avec Les un adultes, prof, ils le font par plaisir, c'est pas une obligation. Enfin, normalement, c'est pas une obligation, sauf si c'est leur entreprise qui les oblige à le faire. Et bien ça, tu vois, là, ça, c'est une sacrée différence aussi. De pouvoir stimuler l'intérêt par rapport à ça, parce que ça dépend, bien entendu, comme tu le dis bien, pourquoi est-ce qu'ils sont là devant toi? Est-ce que ça a été justement… Et moi, comme ils partent sur un projet d'expatriation, il y a des fois où il y a vraiment une urgence qui se crée, où il y a des candidatures qui doivent partir, donc tu dois apprendre très vite aussi à formuler des pensées qui deviennent compliquées parce que tu es en face d'un employeur. Et ça, c'est autre chose que si tu l'apprends par plaisir. Mais ça, c'est sûr. Alors là, tu as des personnes qui vont plus opter pour des tandems, par exemple, mais moi, quelque chose sur le long terme, je pense, de plus organisé comme un cours de FLE. Est-ce que tu aurais des astuces à donner aux autres profs pour leurs cours? Des astuces pour leur… Ah, tu dis vraiment pendant le cours, pendant l'enseignement? Ouais, par exemple, si tu as dit que pour les Italiens, c'était difficile la prononciation. Est-ce que tu as des astuces pour travailler la prononciation? Pour travailler la prononciation, alors je pars toujours du principe que ton étudiant, quelle que soit sa langue maternelle, c'est jamais un vase vide, comme on dit dans l'enseignement en Suisse. C'est-à-dire qu'il a toujours un bagage personnel et comme on est dans un monde globalisé, c'est clair qu'on vit dans la contamination des autres langues, ne serait-ce qu'en français, même si la langue française est un peu plus puriste, on le sait, on a des anglicismes. Mais typiquement, je posais la question à mes italophones, comment est-ce que tu traduis bande-annonce en italien? Et j'utilise trailer et ils n'en ont aucune idée. Donc pour dire, j'ai fait le même travail avec le français en leur disant que le français avait déjà une place dans leur vie et de conséquence, la prononciation aussi, parce que même si parfois, évidemment, il y a des choses à ajuster, ça, c'est un premier conseil, c'est de partir de la langue maternelle de l'étudiant. Et ça, pour la prononciation. Après, au niveau de la liaison, par exemple, c'est une chose aussi qui peut toujours être utile pour la prononce, c'est de s'enregistrer. Parce que c'est un compte quand tu es en ligne et tu communiques avec l'enseignant, mais quand tu écoutes ta propre voix, je pense que tu as une autre conscience de ce que… Non, tu vois ce que je veux dire? Bizarre déjà de s'écouter. Mais c'est utile l'enregistrement, c'est vrai. C'est un conseil aussi que je donne, s'enregistrer. S'enregistrer, être devant un miroir pour aussi voir, tu sais, le mouvement, le labial, c'est important ça aussi. Et puis, un conseil… effectivement, c'est vraiment ce que je te dis, moi, c'est de créer un pont, quoi, que ce soit quelque chose de constant, que tu crées vraiment un monde en francophonie, dans le sens où de pouvoir conseiller aussi des articles, des reportages, donc d'avoir vraiment de la ressource et non seulement pendant le cours, mais de pouvoir donner quelque chose de cohérent sur le long terme où ton étudiant ne se sent pas complètement, je ne te dis pas abandonné, j'entends, c'est ce que je dis, moi j'aimerais bien être toujours avec vous, mais on a tous une vie après nos 60 minutes de cours et donc d'avoir quand même des petites touches. Ça, c'est aussi une astuce de pouvoir créer ce qu'on appelle les fameux prolongements de la leçon. Les touches de rappel, ouais, quand tu dis. Ouais. Ok. Et une dernière question qui n'a rien à voir avec l'enseignement. Vu que tu parles italien,
je suppose. Est-ce que tu aurais aimé être traductrice? Alors, je vais te surprendre, mais j'ai eu aussi des expériences de traduction, dont Ah! une qui m'a beaucoup marquée. C'était en 2016. Mhm. Alors, c'était un soir d'été et j'ai reçu un téléphone d'une étudiante qui m'a dit, écoute, demain, on a besoin d'une traductrice du français à l'italien en simultané. Et moi, j'avais fait exclusivement des traductions écrites. Et là, panique à bord, elle me dit, ben, il s'agit du styliste Kenzo Takata, tu sais, celui qui a fait le fameux parfum avec la rose, Oh non, non, qui oui, 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 utilisait. non, mais c'est Voilà. très connu, il est très connu. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, mais attendez quoi, je veux dire, il parle pas japonais, si, mais on n'a pas le traducteur japonais, bon, très bien, mais anglais, non, non, alors tu sauras, il ne parlait pas un mot d'anglais, malheureusement, il est décédé l'année dernière, et il était en visite à Rome pour le salon de la bande dessinée. Il y avait tout un projet derrière qui était lié aussi à une de ses créations. Et là, ça a été, oui, je pense, mon expérience la plus marquante de traduction. Oui, bah, j'imagine, Kenzo. C'était waouh! Donc, effectivement. Après, au niveau des traductions écrites, j'en ai fait énormément entre 2014 et 2019 environ, parce que dans l'école, justement, avec laquelle je collaborais, ça faisait partie aussi des services qu'on proposait. Donc, moi, je me suis occupée, mais vraiment dans des domaines très variés, que ce soit typiquement une des traductions qui avait été très plaisante, c'était pour une exposition culturelle dans un musée, donc de t'occuper de tout ce qui est didascalie, etc., pour les œuvres d'art. Après, beaucoup de traductions juridiques pour des copyrights aussi, informatique pour des sites internet, etc. Donc ça a été aussi une de mes activités, ouais, au cours de ces dernières années. Mais oui, Est-ce que tu j'aime aimes? beaucoup. Ah, j'adore ça. D'ailleurs, je m'en Ah, tu occupe adores la encore. traduction? Ah oui, oui, Ok. j'adore la traduction. Et Pourquoi? mais alors, je trouve que c'est très stimulant, tu sais, de comprendre déjà les écoles de pensée. Est-ce que je vais te traduire littéralement parce que j'ai besoin que ce soit quelque chose au niveau grammatical qui sonne, j'ai envie de dire, ou est-ce que je peux me permettre une certaine liberté pour te rendre une idée que d'une culture à une autre serait complètement différente? Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et d'ailleurs, dans le projet, ça, je profite comme on va conclure l'interview, mais mon projet s'appelle Senza Cliché. Senza, en italien, ça veut dire sans. Donc, sans cliché, c'est-à-dire sans stéréotype, quand tu as un premier contact avec une langue étrangère, de dire que tu vas t'ouvrir aussi au niveau culturel. Et comme dans une traduction, ce que tu vas lire, tu vas l'interpréter d'une façon avec un filtre culturel qui fait que du moment où tu viens aussi d'une éducation et d'une société qui ne fonctionne pas nécessairement de la même manière que l'autre, tu vas aussi devoir, tu vas t'ajuster un peu à ça. Et ça, j'en parle aussi. J'ai aussi un canal YouTube, justement, où non seulement tout ce qui est apprentissage, mais aussi comment est-ce que tu vas comprendre, je ne sais pas, par exemple, l'humour à la française. C'est super difficile. Moi, j'ai juste une idée de formation à propos de ça parce que c'est compliqué l'humour à la française. Enfin, en français, pas à la française. Il y a l'humour suisse aussi sûrement, il y a l'humour québécois. Mais pourquoi est-ce qu'un Français rit à une blague dans un film, voilà, ou typiquement la rubrique des faits divers? Tu vois, comment est-ce qu'on interprète un fait, comment est-ce qu'on en rend compte, si bien au niveau, je parle de l'écrit, mais au niveau de ton interprétation avec justement ton idée de ce qui va te sembler tout à fait normal dans un pays et culturellement parlant, complètement improbable dans un autre. Donc, c'est ça aussi. Et ça fait partie de la traduction aussi du projet, dans le sens où j'ai de nombreux étudiants qui s'approchent aussi de moi pour une question de traduction de dossier de candidature. Quand ils vont chercher un travail, la lettre de motivation, c'est fondamental. En Suisse, c'est un billet de visite qui est vraiment pas négligeable. Donc, ici en Italie… Est-ce que ça ne t'ennuie pas de traduire? Ça ne t'ennuie pas la traduction? Moi, non, c'est quelque chose… ça t'ennuie, c'est vrai? T'aimes pas trop?
Ah, moi, Ah, j'aime bien, ça me relaxe. C'est bête à ok. dire, mais c'est pas dans le sens où, bah, voilà, déjà, tu vois le parcours d'une personne, tu te dis bien comment est-ce qu'il pourrait se mettre en évidence et, tu vois, sortir du lot et pouvoir aussi, c'est pas forcément le terme approprié, mais se vendre face à un employeur qui va recevoir, c'est pas, voilà, moi, j'ai aussi des petites expériences dans le domaine administratif auprès d'entreprises. Quand j'étais en Suisse, on a tous fait des petits jobs d'étudiants pour payer Oui, nos bah oui. études. Et voilà, la Suisse est un tissu horloger infini, donc forcément tu tombes dedans. À Oui. partir de là, tu dis, bon, d'accord, un CV, déjà l'euro passe, ça c'est aussi capital en Suisse. Mais ici en Italie, quand j'allais apporter mes CV avec ma lettre de présentation, comme ils appellent ici, on me riait au nez dans le sens où c'est quelque chose qui est complètement obsolète, où c'est pas du tout requis dans un dossier de candidature, alors qu'en Suisse, on te demanderait pas limite de l'écrire à la main pour te dire. Donc ça, c'est aussi vraiment, je trouve, intéressant aussi, tu vois, dans le parcours de se dire, bien, oui, j'apprends une langue, mais ça ne s'arrête pas à un exercice de grammaire, mais il y a quand même tout un monde qui va s'ouvrir à moi, à une autre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec les gens. Donc ça, c'est vraiment le projet de Senza Cliché, Alors, effectivement. un conseil pour les traducteurs, vu que tu aimes aussi la traduction et que tu traduis. Oui, alors, je n'ai pas la prétention parce que j'ai pas de formation et ça d'ailleurs, tu vois, moi des fois ça. Alors, quand il y a des demandes de traduction, si c'est des traductions qui doivent être agréées auprès de tribunaux ou autres, ça moi je laisse de côté parce que je trouve un minimum de respect et ça, je lance un caillou dans la mare. On me dit, je suis désolée, mais c'est le même discours pour les professeurs de FLE qui arrivent d'un domaine complètement différent de l'enseignement et qui partent vraiment en grande pompe dans l'enseignement. Je pense qu'il ne suffit pas d'être de langue maternelle française pour enseigner. Avoir une passion, De il faut avoir une même, passion. et puis une formation aussi, j'ai envie de dire. Je suis désolée, hein, mais moi, c'est les gens qui s'improvisent. C'est toujours une chose un peu qui m'interpelle, mais bon, ça, c'est une parenthèse. Et je Oui, fais mais il y la a des réflexion. personnes qui ont la formation, mais qui n'ont pas la passion et qui ne Ah savent oui, pas il faut. enseigner. Alors ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr, tu dois changer de métier autrement. Ah, ça, c'est sûr à Il y a des 100%. profs qui enseignent et tu te dis, bah, pourquoi t'es prof, quoi? Mais j'avais un de mes profs, quand j'ai fait ma thèse à l'université, il me disait toujours euh, qu'on avait un travail qui était bien plus prenant que celui d'un président d'une quelconque d'une ville, d'un pays, ce que tu veux, parce qu'on prenait en moyenne des centaines de décisions par jour. Comment est-ce que je vais mettre en commun ce contenu? Comment est-ce que je vais prolonger ceci? Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es toujours en train de penser, d'anticiper. De même, il disait, on travaille quand même avec, il appelait ça de la matière humaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es en contact avec les gens, ça c'est sûr. Alors, pour en revenir à la traduction, ben, moi, j'ai pas de formation, donc j'essaye justement de pas trop empiéter dans le sens où ça reste quand même extrêmement, tu vois, mis dans un certain contexte sans non plus prétendre à faire des traductions, justement, je ne sais pas, d'actes de naissance, ce genre de choses où là, Mhm. effectivement, il faut avoir quand même un certain bagage. Mais pour un conseil, moi, je pense que c'est important de rendre l'idée par rapport à, je ne sais pas si tu dois traduire vraiment une lettre de motivation, typiquement, et qu'on parle de Mhm. l'expérience d'une personne, plus que la forme, pour moi, c'est plutôt le fond, le contenu qui est important. Alors après, Mhm. ça, c'est des écoles de pensée qui sont différentes. Mais j'irais plus accentuer sur ce que la personne a eu envie de transmettre, plutôt de comment est-ce qu'elle a utilisé sa syntaxe pour le dire. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Après je te dis, j'ai moins d'expérience, donc c'est plus difficile de conseiller, mais ça pourrait être ça. Ok, ben super, merci beaucoup. Merci pour Merci cet à entretien, toi. Vanessa. C'était super enrichissant, merci. Ça fait bizarre, tu sais, de parler de soi comme ça. Mais c'est un échange qui te fait beaucoup penser aussi. Ça te fait aussi réfléchir sur les Oui. parcours, sur toute la Puis l'idée, c'est portée. d'aider justement les autres profs qui regardent cette vidéo, les aider, leur donner des idées s'ils en ont besoin, etc. Donc c'est super. Alors, j'irai volontiers écouter les autres interviews des collègues avec grand plaisir. Ok, Oui, d'accord. Donc merci, à bientôt. merci, à bientôt. Au revoir à tous. Au Merci. revoir.